merci beaucoup, et c'est de ces mots bien trop aimables. Et donc, nous allons parler médecine, bien sûr, histoire de la médecine, mais aussi expédition d'Égypte, autour de deux personnages qui symbolisent vraiment l'implication du corps médical dans cette expédition d'Égypte. Alors, et on m'a demandé de traiter des rapports de l'école de santé de Montpellier et de cette expédition d'Égypte. Cette école de Montpellier, dont nous venons de fêter le 8e centenaire, et qui, au long des siècles, a vécu bien des vicissitudes, et qui va connaître aussi les vicissitudes de la médecine à la fin du XVIIIe siècle, avec la suppression des universités par la Convention en 1793. Et puis, on se rend vite compte que l'on a besoin d'avoir des structures d'éducation médicale, et notamment pour les besoins des armées, puisque les guerres sont là, avec la création en Frimaire en Troyes de 3 écoles de santé, Paris, Strasbourg et Montpellier. Écoles de santé qui, au départ, sont des écoles de santé militaires, où les sujets recrutés dans les différents cantons, des sujets méritants, vont être éduqués aux frais de la nation pour servir notamment, avec un statut militaire, dans les armées de la République. Et cette école de santé se transformera en école civile, puis sera intégrée dans dans l'université impériale en 1808. Et cette école, qui siégeait dans un petit local sur l'emplacement de ce qui est actuellement la Panacée, va se voir attribuer les locaux du ci-devant évêché, près de la cathédrale, locaux dont vous voyez ici une image au début du XIXe siècle, un peu loin de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais qui vont toujours être le siège historique de notre maison. Alors, il faut donc centrer notre propos sur 2 personnages, Desgenette et Larrey. Alors, René Nicolas Dufriche Desgenette, mais qu'on appellera usuellement Desgenette, né à Alençon en 1762, fils d'avocat. Il fait ses études chez les jésuites et puis il part vite à Paris. Et à Paris, il va se lier, et ce caractère très liant est vraiment très emblématique de sa personnalité, il va se lier avec énormément de célébrités de l'époque, se passionner pour la médecine, mais se passionner pour la médecine dans une optique très universelle. Et vous me voyez arriver, cette notion très universelle va être bien sûr naturellement en symbiose avec la conception que les médecins montpelliérains avaient depuis toujours. Il va d'ailleurs, à Paris, être l'élève on peut dire préféré, et son maître préféré en tout cas, sera Félix Vic d'Azir, que vous voyez représenté ici. Et il connaîtra à Paris un certain nombre de gens, de province, d'étudiants qui sont venus, et notamment le fils d'un professeur de l'université de médecine, et qui n'est autre que Auguste Broussonnet. Et Auguste Broussonnet, qui deviendra lui-même professeur de botanique et directeur du Jardin des Plantes, bien sûr, ce portrait date de quelques années après. Broussonnet, donc, va le retrouver en différents endroits parce que Desgenette va beaucoup voyager. Il va notamment aller en Angleterre, où il connaîtra un certain nombre de grands cliniciens, Hunter par exemple, à Londres, mais également des naturalistes. Et cette optique naturaliste va persister pendant très longtemps, et notamment Banks. Banks qui sera un des correspondants des naturalistes montpelliérains, et notamment d'Antoine Gouan. C'est d'ailleurs Banks qui donnera à Gouan le premier sujet de ginkgo biloba qui ait été accueilli en France, et dont est directement issu le grand ginkgo qui se trouve près de l'orangerie actuellement au Jardin des Plantes. Mais les voyages de Desgenette se poursuivent, et notamment vers l'Italie. Et il va séjourner en Italie pendant plusieurs années, notamment Florence, Sienne, Rome, Naples, faire de la médecine,
et faire de la médecine notamment auprès de Paolo Mascagni, dont vous avez ici la statue au musée des Offices à Florence, qui va être un pionnier, on peut dire, de l'étude des vaisseaux lymphatiques. Et publier donc une monographie sur ce sujet qui fera autorité. Et d'ailleurs, c'est sur ce thème des vaisseaux lymphatiques que Desgenette, quand il va venir à Montpellier, je vais vous en parler dans un instant, que Desgenette va travailler. Mais il ne fait pas que de la médecine. Il se lie à beaucoup d'artistes. Il se lie notamment à Rome avec le dernier, ou on pourrait dire l'avant-dernier, descendant d'Estuard, qui va mourir d'ailleurs au moment où il est dans les parages, dont le frère est cardinal. Vous savez, l'Estuard donc ont gardé la filiation catholique, et le cardinal d'York, donc, qui pour les Anglais hyper traditionnalistes, même si les Anglais le sont toujours, s'appellera Henri IX, cet avant-dernier prétendant, donc le frère d'Henri IX, du cardinal d'York, le frère donc avait notamment eu pour épouse celle qui sera la comtesse d'Albany, et la comtesse d'Albany qui sera aussi très proche de François-Xavier Fabre, d'où l'importance, les liens qui se tissent et que l'on retrouvera tout au long de cette histoire au fil des temps. Et d'Italie, il va recueillir aussi un intérêt particulier pour l'anatomie et pour les cires anatomiques. En effet, il va admirer à Florence l'école de Felice Fontana, qui est élève du séroplasticien Zumbo, qui a fait de travaux magnifiques. Et Fontana est universellement connu en Europe pour justement ces cires anatomiques, dont vous avez ici une représentation. Ces cires anatomiques, il va les encenser, si l'on peut dire, dans ses réflexions générales sur l'utilité de l'anatomie artificielle. Vous voyez ici un ouvrage de 1793 par le citoyen Desgenette, médecin de l'armée de la République. Et en fait, la cire qui vous est présentée ici, c'est l'une des pièces de la collection Fontana qui a été acquise grâce à Châtal et qui siège donc dans le musée d'anatomie de Montpellier. Vous voyez toute la finesse et tout l'intérêt que cela peut avoir, à la fois en précision, en inaltérabilité, si on ne chauffe pas trop, par rapport au cadavre, et donc les vertus pédagogiques de ce genre de matériel. Alors Desgenette va rentrer en France, et il va rentrer en France en passant par Montpellier, où il va séjourner quasiment 2 ans. Et son séjour montpelliérain est largement explicité dans ses souvenirs de la fin du XVIIIe siècle et du commencement du XIXe. Le titre est un peu déborde un petit peu la réalité, parce que cet ouvrage qui va paraître donc tout à fait à la fin de sa vie est en fait devait comporter 4 tomes, et il n'y en a que 2 qui sont parus. Un 3e a été préimprimé mais n'a pas réellement paru, et c'est dans le tome 2, dans ce tome 2, qu'il raconte donc par le menu la vie montpelliéraine lorsqu'il y arrive en 1789 et lorsqu'il va s'inscrire à l'université de médecine pour passer ses diplômes qui gardent le statut classique de baccalauréat avec une thèse, ce qu'on appelle à l'époque la thèse, c'est la thèse de baccalauréat sur les vaisseaux lymphatiques, dont il fera un ouvrage après, je vais vous le montrer, puis la licence. Et la licence est encore, comme l'avaient voulu les statuts de 1220, délivrée par l'évêque de Montpellier, faisant suite aux évêques de Maguelone. Et Desgenette se fait un plaisir de citer dans ses mémoires, in extenso et en latin, le texte de ses différents diplômes. Les diplômes de baccalauréat et de doctorat signés de René, doyen de la faculté à l'époque, remplaçant le chancelier qui était à l'époque ce que nous appelons aujourd'hui le doyen, et qui n'est autre que Barthès, mais Barthès siège à Paris, on va en reparler dans un instant. Mais la licence, le grade essentiel en fait, est toujours signé de l'évêque ou de son représentant, en l'occurrence le chancelier de l'évêque de l'époque, Monseigneur de Malide. En fait, sa vie montpelliéraine est extrêmement riche, et parmi les personnages dont il se sent très proche, il y a Antoine Gouan, que vous voyez ici. Antoine Gouan qui est un grand naturaliste,
qui a eu du mal à faire carrière dans l'école de Montpellier à la fin du XVIIIe, à qui le Jardin des Plantes notamment doit beaucoup, parce que c'est lui qui va en être chargé lorsque l'école de santé va être créée, et qui va lui redonner un certain lustre. Il va partir à la retraite et aura pour successeur Broussonnet, dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais Gouan est un naturaliste dont Desgenettes, visiblement, se sent très, très proche. Parmi les personnages qu'il approche aussi à Montpellier, il y a Chaptal. Chaptal ici, jeune, tel qu'il est représenté dans un portrait du musée Carnavalet. Chaptal, un petit peu plus âgé et solennel, tel que vous l'avez ici sur le portrait officiel de la faculté de médecine. Chaptal qui est docteur de l'université de Montpellier, mais qui ne pratique pas au grand désespoir de son oncle Claude, et qui préfère faire de la chimie industrielle, et qui préfère aussi faire, on peut dire avec beaucoup d'entre-gens, un avancement de carrière, et qui assure aussi le cours de chimie qui lui a été confié par les États de Languedoc pour faire avancer la science. Et Chaptal est vraiment l'un de ces personnages extrêmement pragmatique, qui ne fait pas du tout de chimie dans les nuées, mais de chimie pratique, et on va y revenir, qui est très lié avec tout le milieu médical, et notamment avec Barthès, dont nous allons dire un mot dans un instant. Mais parmi les éléments importants qui expliquent l'entre-gens, la vie sociale de Desgenettes, et notamment Montpellier, eh bien, il y a une chose bien particulière, qui est l'affiliation maçonnique. Chaptal est maçon, et Desgenettes vous dit dans ses mémoires, tome 2, page 60, il raconte un dîner où il y a tout le gratin, si j'ose dire, de la société montpelliéraine, et donc Adrien de Marnésia, je demande à ma mère la permission de faire observer que depuis ce temps-là, mon père n'en fut que mieux servi. Depuis ce temps-là, c'est-à-dire le jour où il a initié ses domestiques à la franc-maçonnerie. Et en parlant de lui, ces domestiques ne parlent que de leur vénérable maître. Mon cher fils, c'est un titre kabbalistique plutôt qu'une expression d'attachement et de respect. Les francs-maçons assez nombreux qui se trouvaient à ce dîner se mirent à rire, et nous ne craignîmes cependant en aucune manière que la marquise de Marnésia eût pénétré nos secrets. Donc cette affiliation maçonnique va jouer un rôle important, et aussi d'ailleurs avec bien d'autres agents et acteurs de la campagne d'Égypte, et Larrey lui-même en fera partie. Parmi les personnages importants que Desgenettes rencontre à Montpellier, et pour lequel il manifeste une grande vénération, eh bien il y a ce Paul Joseph Barthès. Barthès qui est donc chancelier, le dernier chancelier de l'université avant la Révolution, qui est en fait à Paris, et qui arrive pendant que Desgenettes est à Montpellier. Et il y arrive d'ailleurs de façon assez compliquée, parce que d'emblée, à Paris, il prend position contre la Révolution, dès 1789, par un opuscule sur les prérogatives que doit conserver la noblesse dans les États généraux de la France. Évidemment, inutile de vous dire que ce n'était pas tout à fait dans l'air du temps, mais Barthès était toujours extrêmement tranchant, et les discussions politiques sont assez sévères à Montpellier, et Desgenettes s'en fait l'écho. Vous avez ici l'ouvrage cardinal de Barthès, Les nouveaux éléments de la science de l'homme, dont nous redirons un mot plus tard, et qui sont admirés, notamment largement loués par Desgenettes. En fait, la liaison et le respect que Desgenettes a pour Barthès se manifestera tout simplement, persistera pendant de nombreuses années. Barthès finit sa vie à Paris en 1806, médecin de l'empereur Beccaire-Vizard, et imaginez qui prend la parole aux obsèques de Barthès. Eh bien, Monsieur Desgenettes qui fait donc le 17 octobre 1806 un discours sur la tombe de Barthès, l'encensant très largement, tout en disant, et vous en avez la citation sur la droite, qu'il y a quelques éléments que la réalité nous oblige de l'avouer, les partisans les plus zélés de sa gloire ont trouvé avec peine quelques théories opposées aux plus belles découvertes de nos jours, donc une vénération, mais une vénération lucide. Et puis Desgenettes publiera en 1811 un éloge des académiciens de Montpellier, qui est en fait une recension, une réédition des principales notices nécrologiques publiées sur les académiciens
de Montpellier. Et il publiera également, en 1792, la version française de sa thèse, la thèse initiale était encore en latin, sur le système lymphatique. Voilà pour la vie de Desgenette avant l'expédition d'Égypte. Alors il va repartir sur Paris et il va s'orienter vers une carrière militaire. Il va être présent notamment dans les régions d'Antibes, enfin sur la côte, donc sur la côte d'Azur et sur les différentes places militaires qui y sont, participera partiellement à la campagne d'Italie, sera nommé au Val-de-Grâce, et puis Bonaparte, qu'il avait eu l'occasion de rencontrer dans le sud de la France, voudra se l'attacher, et c'est un peu, les rapports sont un petit peu compliqués, mais finalement, il va être nommé médecin-chef de l'expédition d'Égypte. Parlons maintenant de Larrey. Dominique Jean Larrey, né à Baudéan en 1766, donc dans les Hautes-Pyrénées actuelles, lui a une famille, certes, d'orientation chirurgicale, avec un oncle, Alexis, qui est chirurgien à l'hôpital de la Grave à Toulouse, et finalement c'est auprès de lui que Larrey va acquérir sa formation chirurgicale. Un certain nombre de Larrey vont également, dans la famille, marcher sur ses traces. Son frère viendra passer une thèse de médecine à Montpellier, son neveu sera également docteur en médecine, donc quelques années plus tard, avec une carrière qu'il effectuera à Nîmes. Un cousin germain aussi viendra, même si Larrey lui-même, contrairement à Desgenette, n'a pas pris ses grades à l'université de Montpellier. Il fait une thèse de chirurgie sur la carie des os à Toulouse et monte à Paris, où il va faire une brève apparition, si on peut dire, dans la marine militaire, enfin le médecin de marine, et puis il va s'intéresser à l'armée de terre et il va participer à la campagne en Allemagne avec un maître qui, lui, sera de Sceaux. De Sceaux qui sera un peu le pendant de ce qu'a été Vicq d'Azir pour Desgenette. De Sceaux qui était assez méfiant sur une évolution qui va se faire de réconciliation, de réunification de la médecine et de la chirurgie. De Sceaux insiste sur la spécificité qu'a la chirurgie, et on sent bien que dans la tête de Larrey, c'est quelque chose aussi qui est évident. Larrey va se lier à d'autres personnalités médicales et chirurgicales, par exemple Corvisart, que vous avez ici sur la gauche, ou Bichat. Bichat, dont la statue qui est devant l'ancienne faculté de médecine à Paris. Et dans l'armée, donc, Larrey va développer ce qui est son apport essentiel, c'est-à-dire la chirurgie de guerre, la chirurgie d'urgence, l'organisation du service de soins d'urgence sur les armées lors de la bataille, avec notamment la création de ces fameuses ambulances chirurgicales. En effet, le dogme jusqu'à lui est de dire il faut que le service de santé puisse exercer tranquillement à distance du champ. Quant aux blessés, eh bien, ils seront soignés quand on pourra les déchercher, c'est-à-dire souvent quand il sera trop tard. Lui a une optique totalement différente. Il faut bien sûr sécuriser l'endroit où l'on va opérer. On va faire de la chirurgie de haute volée, puisque à l'époque, il n'y a ni anesthésie ni antibiotique, et que par conséquent, désarticuler une épaule doit être fait en 3 minutes, ce qui est quand même une prouesse technique et qui suppose une habileté extrême et une décision parfaitement possédée. Mais il faut aller aussi chercher sous la mitraille les blessés, les ramener le plus vite possible pour qu'ils soient soignés le plus tôt possible avec ces systèmes d'ambulance et ces systèmes où on étudie comment disposer le blessé, tel que vous le voyez ici, sur ces gravures de l'époque. Donc vraiment une réflexion très novatrice dans ce domaine-là, et on verra l'application qu'il en fera lors de la campagne d'Égypte. Larrey va être nommé lui aussi au Val-de-Grâce, qui est donc l'école militaire, l'école de santé militaire qui s'est mise en place. Vous avez la statue qui figure toujours au Val-de-Grâce. Il va passer lui aussi et participer à la campagne d'Italie et participer à l'établissement de l'enseignement médical et chirurgical, et surtout chirurgical, des troupes
lors de la campagne d'Italie. Et puis Bonaparte, lui aussi, le voudra et il va être nommé chirurgien en chef de l'expédition d'Égypte. Alors cette expédition d'Égypte, elle va avoir, bien sûr, et je ne vais pas détailler tous ces éléments qui vous seront sans doute fournis par la suite, cette campagne d'Égypte donc a des motifs multiples. On veut couper les Anglais du commerce et du passage avec l'Orient. On veut surtout, le directoire veut surtout mettre ce général Bonaparte, qui est un peu bien ambitieux, un peu à distance. Et après quelques palinodies pour évoquer une invasion de l'Angleterre, pour que les troupes, et notamment la marine britannique, soient plutôt concentrées sur l'Atlantique, et bien finalement, donc, l'expédition d'Égypte se met en place. Elle va passer par Malte, où en 10 jours, finalement, en quelques jours, le vénérable ordre de Malte se trouve dépossédé, avec le dernier grand maître, Ferdinand von Hompesch zu Bolheim, qui va finalement être expulsé de Malte. Pour la petite histoire, il viendra mourir à Montpellier, dans la misère, en 1805, et il est enterré à l'église Sainte-Eulalie, où récemment l'ordre de Malte est venu en grande solennité apposer une plaque à sa mémoire. L'ordre de Malte qui sera, avec des étapes différentes, reconstitué au cours du 19e, mais il y a quand même une césure importante entre ce qu'était l'ordre de Malte de l'Ancien Régime et ce qu'il sera par la suite. Et puis, donc, l'armée va débarquer le 1er juin et va très vite, donc, avoir une succession d'équipés militaires que je ne vais pas détailler ici, avec la bataille des Pyramides, avec ensuite l'exploration de la Haute-Égypte, avec cette funeste campagne de Syrie dont nous allons reparler, qui amène à prendre Jaffa et puis à se casser les dents sur Saint-Jean d'Acre. Et puis, comme vous le savez, Bonaparte qui va repartir durant l'été, le mois d'août 1799, puisque d'autres perspectives se présentent à lui, miraculeusement, et il échappe aux Anglais et il arrive en France, et la suite, vous la connaissez. Et il a laissé son commandement à Kléber, qui sera assassiné, et je y reviendrai au mois de juin 1800, et c'est le général Menou, Menou qui est plus célèbre pour sa conversion à l'islam que pour ses capacités militaires, qui va prendre la suite, conversion à l'islam qui d'ailleurs, contrairement à ce que l'on croit, a été très transitoire. Quand il est rentré en Europe, l'histoire a été bien oubliée. Menou, donc, qui finalement, après de nombreuses péripéties, est obligé de capituler, et puis les Anglais vont rapatrier le corps expéditionnaire en France, avec, bien entendu, le séquestre mis sur les pièces les plus importantes de ce qui avait été trouvé, et notamment la pierre de Rosette. Et tout ceci vous sera détaillé. Alors en fait, lorsque cette expédition se met en place, eh bien, Desgenette va écrire, notamment, j'adressais le 15 de Toulon à l'inspection générale du service des armées, copie de l'arrêté ci-dessus. Bon. Et le même jour, j'écrivis à l'école de médecine de Montpellier pour la prier de bien vouloir m'envoyer 6 médecins, et je crus que son choix offrirait au gouvernement une ample garantie de leur capacité. Et effectivement, 6 médecins arrivent. Il y aura 3 médecins, il y aura d'autres médecins qui vont être attribués, si l'on peut dire, par l'école de santé. N'oublions pas que c'était l'école de santé militaire. Et vous avez ici aussi le message que Desgenette adresse à ses maîtres montpelliérains. Honoré professeur, le général Bonaparte m'a chargé de vous remercier de l'empressement avec lequel vous avez fourni des médecins à l'armement des côtes de la Méditerranée, et j'ai dû attendre pour vous transmettre tout ceci que le projet final soit dévoilé, c'est-à-dire que nous soyons arrivés en Égypte. Alors en fait, Desgenette va organiser toute cette population finalement de médecins. Vous avez ici une copie des ordres qu'il échange qu'il adresse donc à un certain nombre de ses collaborateurs. Il va mettre des hôpitaux dans différentes, à Rosette, à Alexandrie, au Caire, etc. Il va en assurer la gestion, si l'on peut dire, et avec une grande vigilance. Et il retirera et il publiera un certain nombre d'observations. Par exemple, des Lancet,
il y a ce qu'on appelle des opuscules dans lesquels il y a un certain nombre de travaux qui sont faits déjà au sein de ce corps expéditionnaire et au sein du corps médical donc présent en Égypte. Et tout ceci va déboucher en Andis sur la publication de l'histoire médicale de l'armée d'Orient, qui est une mine très intéressante dans laquelle il y a le récit de ce que Desgenette a fait et également un certain nombre de mémoires. Et parmi ces mémoires, il y en a, vous avez ici donc, je ne vais pas le détailler, mais vous avez ici le plan de l'ouvrage, et il y a notamment plusieurs mémoires par Bruand qui est d'origine montpelliéraine, et bien sûr d'autres médecins vont participer à cet effort collectif. L'arrêt, lui aussi, va symétriquement publier un certain nombre de choses, un ouvrage très rare et dont il ne persiste plus que très peu d'exemplaires, Mémoire sur l'ophtalmie régnante en Égypte, par le citoyen Larrey. Et puis également La relation historique et chirurgicale de l'expédition de l'armée d'Orient, publié en 1803, et puis ses mémoires de chirurgie militaire et campagne, dont les 2 premiers tomes contiennent une foule de renseignements sur ce qu'il a fait lors de l'expédition d'Égypte. Et on va en redire un mot un petit peu plus loin. Alors en fait, cette activité médicale, cette description médicale s'insère dans l'effort intellectuel énorme que Bonaparte a voulu dans cette expédition d'Égypte, et notamment la création de l'Institut d'Égypte. Et dans les membres de l'Institut, il y a une section que l'on appelle la section de physique, alors physique au sens très large, y compris au sens anglais actuel de physician, de médecin, et dans lequel vous voyez Delisle, Raffaello Delisle, qui est botaniste et qui sera le directeur du Jardin des Plantes, professeur à la faculté de médecine de Montpellier de 1819 à 1850, dans lequel vous voyez figurer Desgenette, et puis vous voyez Dubois, avec, en note 2, Dubois qui se retire et qui a été remplacé par le citoyen Larrey. Autrement dit, nos 2 têtes de pont, si l'on peut dire, sont membres de cet Institut d'Égypte. Et cet Institut d'Égypte publie un certain nombre de choses. Il y a 2 journaux, il y a des mémoires sur l'Égypte, et dans ces mémoires sur l'Égypte, un certain nombre de relations donc médicales. Alors parmi les affections qui sont soignées en Égypte, il y a beaucoup de choses qui étaient connues, du typhus, des ophtalmies assez sévères, d'ailleurs dont l'étiologie n'est pas évidente pour qui relit les travaux aujourd'hui. Et puis, il y a également le typhus, il y a du scorbut, etc. Et puis, il va y avoir, bien sûr, la question de la peste. La peste est restée endémique là-bas, et on sait que toutes les épidémies européennes ont démarré à partir de ces foyers de peste de Moyen-Orient. Et dans l'histoire médicale de l'armée d'Orient, vous avez ici une citation, parce que lorsque Bonaparte décide l'expédition de Syrie, eh bien, ces foyers de peste vont s'étendre et inquiéter considérablement l'armée. Et la première réaction de Desgenette, c'est de rassurer. C'est de rassurer, et notamment de rassurer en voulant démontrer que la peste n'est pas contagieuse. Vous verrez qu'on en reparlera par la suite, parce que c'est plus subtil que ça. Mais il s'agit d'abord de rassurer. Et que fait-il ? Eh bien, il prend une lancette dans le pus d'un bubon appartenant à un convalescent, et que je me fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de l'aisselle, sans prendre d'autres précautions que celle de me laver avec de l'eau et du savon qui me furent offerts. Tout ceci, pourquoi ? Pour démontrer qu'elle n'attrape pas la peste, et donc pour rassurer. Peut-être aussi dans l'ambiance, contrairement à ce que l'on a pensé, on a dit par moments, c'est une tentative d'inoculation, comme on faisait l'inoculation pour la variole, c'est-à-dire s'inoculer la maladie relativement bénigne, puisqu'on prenait un convalescent. Je pense plutôt qu'il a fait attention de prendre du pus de convalescent, pour être sûr de ne pas s'infecter. Mais bon, la question reste ouverte. Alors en fait, on en arrive bien sûr à la conséquence politique de cette peste sur l'armée, et la conséquence technique et pratique sur l'armée, et notamment du rôle de Bonaparte vis-à-vis de ces malades de l'expédition, et notamment de l'expédition de Syrie. Alors vous avez ici une esquisse du célèbre tableau que nous allons détailler, de Gros, qui, au départ, représente ce que Desgenette décrit
dans ses mémoires. C'est-à-dire, vous devinez au milieu Bonaparte, hein, avec son habit donc, de général, qui prend à bras le corps un malade dans un local qui est un local qui apparaît assez neutre. Donc finalement, c'est simplement de dire, nous sommes à Jaffa, on vient de prendre Jaffa, et Bonaparte se soucie des malades, et puis, bon, il arrive, il les soulève, il les aide. Et puis, vous connaissez le tableau définitif, hein, Bonaparte et les pestiférés de Jaffa. Alors, vous avez ici un exemple, un tableau, qui est un magnifique tableau de propagande politique et, on pourrait presque dire, de fake news. Nous sommes ici donc dans une mosquée de Jaffa. On voit le drapeau français qui trône au-dessus de la ville. Dans le lointain, on devine la mer et des vaisseaux sur la droite. Il y a de l'ombre et au centre la lumière. Dans l'ombre, vous voyez distribuer du pain, vous voyez enlever des cadavres, vous voyez sur la droite un médecin visiblement oriental qui va inciser un bubon de pestiféré, et puis, dans la lumière, le général en chef, avec derrière un officier général qui se met un mouchoir sur... c'est pas un masque FFP2, mais c'est un peu la signification. Et puis, vous apercevez des jeunettes, juste derrière, qui tend le bras presque pour le retenir. Et Bonaparte qui va toucher le bubon, un peu à la manière des rois de France guérissant les écrouelles. Tout ceci pour dire, nous sommes en 1804, lorsque le tableau sort, et donc on est dans une, j'allais dire, une scène de communication politique, de dire le sauveur est là, et il est en train finalement de reprendre la charge monarchique antérieure avec cette sollicitude pour ses soldats, parce que vous voyez que ce brave pestiféré, il a des pantalons rouges, donc qui marquent bien son origine dans les troupes françaises qui sont là. En fait, je vous disais, un peu fake news. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la guerre reprend. Les Anglais ne se gênent pas pour diffuser deux informations. C'est que la veille de cet événement, Napoléon a fait exterminer 3000 Turcs prisonniers, et que d'autre part, des rumeurs insistantes laissent penser qu'il a demandé à des jeunettes d'euthanasier un certain nombre de ces pestiférés qui gênaient finalement les mouvements de la troupe. Il semble malheureusement que ce ne soit pas totalement inauthentique. Il est certain que des jeunettes a refusé, mais que le pharmacien-chef se soit chargé de cette besogne, au moins sur certains exemples. Mais vous voyez que la signification du tableau est totalement différente. Quant à l'arrêt, eh bien l'arrêt, vous voyez, il va adapter ses ambulances au transport que l'on a là-bas. Et faire ce que mon collègue Dominique Larrey, qui est un lointain apparenté, peut appeler plaisamment un chamu. Hein, c'est-à-dire donc un transport à dos de chameau pour répondre aux mêmes exigences. Alors l'arrêt va aussi avoir un rôle, on pourrait dire anecdotique, mais qui ne manque pas d'importance, lors de l'assassinat de Kléber. Kléber est assassiné donc en juin 1800 par un dénommé Suleiman El-Alabi, qui a été largement endoctriné, c'est un peu un équivalent de Ravaillac, qui lui plante un poignard dans le cœur, poignard qui est conservé au musée des Beaux-Arts, si on peut dire, de Carcassonne. Les Beaux-Arts sont des notions extensives. Poignard qui a été remis à ce musée par le frère du secrétaire de Kléber, qui l'avait récupéré. Alors en fait, Kléber donc meurt. L'autopsie, et notamment, démontre bien la plaie du cœur qu'il y a eu. Et puis d'autre part, fait dans ses mémoires un récit du destin affreux de l'assassin,
En effet, la commission militaire, le tribunal, la cour martiale, si on peut dire, va le condamner à mort, bien sûr, ainsi que 3 cheikhs qui l'avaient entouré, mais ceux-là seront simplement décollés au sabre. Et quant à Soleiman El-Alabi, on décide que pour impressionner l'Égypte, on appliquera le droit égyptien et donc on le condamne à être empalé. Alors, les âmes sensibles qui sont présentes ici ont droit à ne pas être trop choqués parce qu'il y a sur Internet des représentations de ce qui s'est passé. L'arrêt le décrit par le menu. L'arrêt fera l'autopsie de Soleiman El-Alabi et remportera au moins le crâne, mais probablement le reste, dans ces échantillons qui ont échoué au musée de l'Homme. Et récemment, bien entendu, l'Égypte a réclamé le retour des restes en question. Quant à Kléber, eh bien Kléber sera d'abord enterré au château d'If, parce que Bonaparte, évidemment, ne tient pas trop à ce que la personnalité de Kléber vienne perturber la mémoire de Kléber, vienne perturber sa gloire. Il sera ensuite rapatrié sur Strasbourg, à la cathédrale d'abord, et ensuite enterré dans le socle de la statue de la place Kléber, où il siège, si l'on peut dire, actuellement. Je ne vais pas détailler davantage, je voudrais, en termes de conclusion, vous livrer 3 réflexions, et notamment 3 apports de ces médecins et chirurgiens, et donc de ces 2 personnages, Desgenettes et Larrey, lors de l'expédition d'Égypte. Première chose, on peut dire que cela marque le début moderne du service de santé des armées, et que ça le marque de façon très personnalisée par les liens très étroits qu'il y a eu entre Bonaparte, Desgenettes d'une part, Bonaparte et Larrey de l'autre, les interactions entre les deux étant un peu plus difficiles. Mais il est certain que Bonaparte, puis Napoléon, a toujours eu le plus grand respect et la plus grande interaction positive avec Desgenettes et avec Larrey. Et d'ailleurs, les uns et les autres, je ne l'ai pas détaillé, mais au cours des campagnes ultérieures, feront l'unanimité, y compris, bien sûr, de leurs adversaires militaires, Alexandre de Russie, etc. Donc vraiment, cette idée que le service de santé, et grâce à cette coopération humaine, ce service de santé prend une forme très moderne. Deuxième idée, c'est que c'est aussi l'une des premières, on peut dire la vraie première manifestation, d'une implication de ce service de santé dans les réalités concrètes d'un terrain totalement étranger. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue civilisationnel, si l'on peut dire, même si aujourd'hui c'est un concept qui est manié avec beaucoup de subtilité, eh bien cette médecine militaire prend en charge finalement beaucoup plus que le soin des simples armées dans un contexte européen avec des maladies connues, etc., etc. Et dans l'affiliation, il y aura des médecins militaires, il y aura aussi des civils, mais qui vont œuvrer dans le même esprit. Alors je vous ai mis bien sûr Yersin, qui va découvrir, alors Yersin qui est paramilitaire au moment où il va découvrir, enfin il est missionné par le gouvernement en tout cas, lorsqu'il va découvrir le bacille qui porte maintenant son nom à Hong Kong en 1894, Paul-Louis Simon, qui lui est un authentique médecin militaire, qui a bombé en 1898, démontre la transmission par la puce de rat. Laveran, qui est un médecin militaire, qui va découvrir l'hématozoaire du paludisme. Jameau, qui va lutter contre la maladie du sommeil en Afrique. Et puis je vous ai mis aussi des gens qui ne sont pas stricto sensu des militaires, loin de là, mais qui participent de la même philosophie, avec notamment Charles Nicolle et l'Institut Pasteur de Tunis. Mais on pourrait citer, bien entendu, énormément d'autres noms. La troisième réflexion, c'est d'évaluer la médecine que ces gens ont pratiquée. Alors, j'extrais de l'histoire médicale de l'armée d'Orient la description de la peste et l'essai d'explication de la peste. Les vents du sud, l'air chaud et humide, favorisent, s'ils ne produisent pas seuls, le développement. Les vents du nord, les extrêmes de froid et de chaud, les font cesser presque entièrement.
La peste est évidemment contagieuse, mais les conditions de transmission de cette contagion ne sont pas plus exactement connues que sa nature spécifique. Et il va dire, donc, pour moi, les cadavres ne sont pas vraiment la cause, le corps animal peut-être, etc. Par exemple, d'une rive à l'autre d'une île, la contagion peut s'arrêter. Un simple fossé, quelquefois, peut l'arrêter. Donc, autrement dit, on reste dans une ambiance qui est, je dirais, très descriptive, mais finalement qui n'a pas beaucoup bougé. Lorsque Guy de Chauliac, au Moyen-Âge, incise les bubots, ben c'est ce que Desgenette a fait, c'est ce que Larrey a fait aussi. Lorsque François Ranchin, au XVIIe siècle, décrit en tant qu'édile montpelliérain et médecin tous les lavages qu'il faut faire, les désinfections, etc., ça n'a pas beaucoup bougé. Et lorsque l'on regarde la dernière grande épidémie de peste métropolitaine, la peste de Marseille, avec le fameux tableau de Serre qui est conservé à la bibliothèque de médecine de Montpellier, eh bien, on retrouve finalement les mêmes hypothèses entre Chicoineau, qui dit la peste n'est pas contagieuse, c'est presque de la psychotomatique, c'est la terreur qui déclenche la maladie, et on a vu tout ce que Desgenette a fait pour rassurer les troupes en disant si je ne les rassure pas, la peste va progresser. Et puis Dédier qui a essayé d'inoculer de la bile et démontrer qu'il transmet chez le chien, mais avec des idées, certes vraies en elles-mêmes, mais une démonstration expérimentale qui peut être plus discutable. Autrement dit, vous voyez que, du point de vue, à première vue, cette médecine reste quand même une médecine un peu archaïque par rapport aux progrès qui vont être faits au XIXe. Et pourtant l'état d'esprit est totalement différent, parce que c'est l'esprit des Lumières qui a pénétré tout ceci, et notamment l'esprit des Lumières tel que Barthès, en tandem d'ailleurs avec Chaptal, je vous ai dit son côté très pragmatique, cette espèce de pragmatisme raisonné qui va être une ambiance intellectuelle et un abord totalement différent. Je vous ai mis aussi une citation du discours sur le génie d'Hippocrate de Barthès. Ce qui fait le plus d'honneur au génie d'Hippocrate, c'est d'avoir créé la science de la médecine pratique. Il n'est point de science qui soit plus digne d'occuper les hommes d'un esprit élevé. Elle renferme tous les éléments d'un calcul de probabilité. Et finalement, cette médecine, c'est une médecine qui constate la réalité, mais qui constate une réalité globale et qui, à partir de là, essaie de modéliser les choses. Donc, un abord qui, évidemment, sera différent de ce que sera principalement l'évolution de la médecine au XIXe, beaucoup plus analytique, disséquant tel microbe, disséquant telle hormone, disséquant des mécanismes, et de façon quelquefois tellement partielle qu'elle en perd de vue l'ensemble. Alors, n'allez pas me faire dire que Barthès a été l'inspirateur du corps médical de la campagne d'Égypte. Je dis simplement, il y a une convergence de vues entre l'abord tel que on pouvait le voir à Montpellier à la fin du XVIIIe et la médecine telle qu'elle est pratiquée dans l'expédition d'Égypte. Et d'ailleurs, la fraternité d'esprit qu'il y a entre Desgenette et Barthès est évidente, comme je vous l'ai montré précédemment. Alors, je terminerai avec deux images. D'abord, l'image de la tombe qui maintenant est le cénotaphe de Larrey au Père-Lachaise. Lorsque Larrey meurt en 1842, le ministre de la guerre s'appelle le maréchal Soult, qui est un ennemi très vigilant de Larrey, et qui refuse donc, contrairement à ce que Larrey avait demandé, à ce qu'il soit inhumé aux Invalides. Et donc, la municipalité parisienne offre à la famille Larrey une concession perpétuelle au Père-Lachaise, avec cette tombe qui, en forme de pyramide, bien sûr, qui n'est pas d'ailleurs exceptionnelle, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est un abord de l'art funéraire qui est assez connu, mais qui symbolise bien ce qu'a été cette pensée de Larrey. Bon, bien sûr, il y a l'aspect, on pourrait dire, pyramide, mais il y a aussi ce schéma qui fait très maçonnique. Et puis, il y a aussi ce côté géométrique, ce côté de modélisation qui rejoint ce que je viens de vous dire en termes d'abord de la médecine telle qu'on l'a conçue à la fin du XVIIIe siècle et notamment à Montpellier, cet empirisme raisonné et structuré qui n'est autre qu'une forme finalement actualisée de l'hippocratisme. Et ma dernière image sera celle-ci.
C'est la salle des actes actuelle de l'école de médecine, avec ce buste d'Hippocrate, et au-dessus, cette devise « Olympus nunc Montpelliensis Hippocrates ». Hippocrate était autrefois de Cos, il est aujourd'hui de Montpellier, et vous voyez que finalement, il fut aussi, pendant ces quelques mois, d'Égypte. Je vous remercie de votre attention.